En l'an 2016, l'attention du monde astronomique s'est tout à coup tournée vers une étoile modeste, nichée au cœur du ciel austral, Proxima du Centaure. C'est la plus proche voisine de notre Soleil, bien qu'elle soit trop faible pour être vue à l'œil nu. Jusqu'à cette époque, on ignorait presque tout de cette petite étoile rouge, si ce n'est qu'elle appartenait à la catégorie des naines rouges, c'est-à-dire des étoiles ayant une masse et une luminosité bien inférieures à celle du Soleil. Puis, une découverte majeure a surgi. Les astronomes ont trouvé la signature d'une planète de masse similaire à celle de la Terre, gravitant autour de Proxima du Centaure. Cette avancée est venue d'une méthode nommée vitesse radiale, qui consiste à repérer les faibles oscillations d'une étoile causées par l'attraction gravitationnelle d'une planète en orbite. Tout à coup, Proxima du Centaure est devenu le théâtre d'une véritable ruée scientifique. On venait potentiellement de mettre la main sur l'une des exoplanètes les plus proches jamais détectées, baptisée Proxima b. Très vite, des équipes scientifiques ont voulu comprendre à quoi pourrait ressembler le climat de Proxima b, d'autant plus qu'elle ressemble, en apparence, à une cousine de la Terre en termes de masse. Dès 2016, on a donc tenté de modéliser ces paramètres atmosphériques grâce à des programmes informatiques sophistiqués capables de simuler l'évolution d'une atmosphère virtuelle en 3 dimensions. Ces modèles prennent en compte l'irradiation de l'étoile, la rotation de la planète, la présence éventuelle de dioxyde de carbone, ainsi que d'autres gaz capables de piéger la chaleur. Les premières simulations ont notamment envisagé un scénario de verrouillage gravitationnel, où la planète présente toujours la même face à son étoile. Dans cette configuration, un hémisphère serait constamment baigné de lumière, tandis que l'autre resterait dans une nuit éternelle. Certains chercheurs ont imaginé qu'une importante calotte glaciaire s'établirait sur la face sombre, tandis qu'un océan perpétuellement éclairé pourrait s'étaler sous le soleil permanent de la face lumineuse. D'autres hypothèses ont exploré des atmosphères très riches en dioxyde de carbone, qui isoleraient efficacement la surface et maintiendraient potentiellement de l'eau liquide en certains points précis. Le surnom « planète œil » a même été forgé pour décrire l'aspect singulier d'un monde où l'eau serait regroupée en un point central, faisant presque penser à une pupille, et où les bords, pris dans la pénombre glaciale, ressembleraient à une cornée gelée. Néanmoins, un ingrédient de taille se devait d'être évalué, la quantité de rayonnements agressifs émis par Proxima du Centaure. En effet, on a découvert que cette petite étoile naine rouge projette des rayonnements ultraviolets extrêmes et des rayons X en bien plus grande quantité que ce que reçoit la Terre de la part du Soleil. Plus précisément, une équipe a estimé que Proxima b serait bombardée par environ 30 fois plus de rayonnements ultraviolets d'extrême énergie et 250 fois plus de rayons X que la Terre. Ce constat est primordial dans l'histoire de Proxima b, car un tel bombardement pourrait, si la planète ne disposait pas de mécanismes de protection adéquats, par exemple une atmosphère suffisamment dense ou un champ magnétique capable de dévier une partie des particules chargées, conduire à une érosion atmosphérique rapide. Cela signifie que les gaz formant l'atmosphère seraient arrachés petit à petit sous l'effet de ces rayonnements intenses. À terme, cela réduirait fortement les chances qu'une vie, telle que nous la concevons, se développe ou subsiste à la surface. Malgré tout, les spécialistes ne se sont pas découragés, car un processus d'échappement atmosphérique peut prendre des millions, voire des milliards d'années, et il reste possible que Proxima b ait conservé une enveloppe gazeuse protectrice, et peut-être de l'eau liquide en profondeur. Parallèlement à l'excitation autour de Proxima b, des astronomes ont commencé à remarquer, non sans surprise, qu'il pourrait y avoir d'autres planètes dans le même système. Dès 2019, des signaux énigmatiques ont émergé des données récoltées par des instruments de pointe, comme les spectrographes HARPS et Espresso. Un spectrographe est un appareil qui étudie la lumière d'une étoile afin d'en décomposer les différentes longueurs d'onde et d'en extraire des informations sur la vitesse radiale de l'étoile, son activité magnétique ou la présence de corps en orbite. Les analyses d'alors laissaient entrevoir des indices d'un second objet planétaire plus éloigné, baptisé dans un premier temps Proxima c. Selon ses premières interprétations, Proxima c bouclerait son orbite en environ 5 ans et posséderait une masse supérieure à celle de la Terre, entre 2 et peut-être plusieurs masses terrestres, voire davantage, ce qui la rapprocherait de la catégorie des super-terres ou mini-Neptune. Autrement dit, ce serait un monde plus massif qu'une simple planète rocheuse,
sans pour autant atteindre la taille et la structure gazeuse d'une géante comme Jupiter ou Saturne. Cependant, la possibilité de confondre un signal planétaire avec un simple phénomène d'activité stellaire a semé le doute. Les naines rouges sont en effet très actives. Elles génèrent à leur surface des taches, des éruptions et des modifications cycliques susceptibles de créer un faux signal de vitesse radiale. Ainsi, une partie de la communauté scientifique s'est montrée prudente en déclarant que Proxima C demeurait à ce stade candidat non confirmé. Puis, l'année 2020 a apporté une nouvelle surprise, encore plus délicate à analyser. Un signal régulier, quoique très faible, d'environ 5 jours et 1/10 a émergé des données. Ce signal laissait supposer la présence d'une planète particulièrement proche de Proxima du Centaure, si proche que la lumière de son étoile la chaufferait vraisemblablement au-delà de toute limite de confort pour une vie de type terrestre. D'abord considérée comme un simple bruit, cette signature particulière s'est malgré tout répétée à plusieurs reprises dans diverses campagnes d'observation, laissant penser à une véritable mini-planète. Par la suite, les examens successifs ont renforcé la confiance dans la réalité de cet astre qui sera finalement baptisé Proxima D. Avec une masse représentant environ 1/4 à 1/3 de la masse terrestre, c'est l'une des plus petites exoplanètes détectées à ce jour. Bien qu'elle ne soit sans doute pas habitable à la surface, elle participe grandement à la compréhension générale du système, en révélant la capacité de Proxima du Centaure à abriter plusieurs mondes situés à des distances variées. En parallèle de ces recherches par vitesse radiale, un tout autre pan de l'astrophysique apporte des informations inédites sur la personnalité de Proxima du Centaure. À partir de 2020, plusieurs campagnes d'observation sont lancées pour étudier les flares, autrement dit, les sursauts soudains de luminosité que l'étoile émet lorsque son champ magnétique relâche brutalement de l'énergie. Ces flares sont parfois assortis d'éjections de particules à grande vitesse dans l'espace. Différents télescopes participent à l'opération. Hubble, installé en orbite autour de la Terre, Chandra et XMM, spécialisés dans la détection de rayons X, ou encore TESS, qui épie la luminosité des étoiles pour trouver des passages périodiques de planètes. Des observatoires radio au sol complètent ce tableau en scrutant les ondes émises par l'étoile. Peu à peu, l'image qui se dégage est celle d'une étoile bien plus violente que notre Soleil. Les données montrent des éruptions 100 fois plus énergiques que les plus puissantes connues dans notre propre système solaire. Pour un observateur placé à proximité de Proxima du Centaure, ces événements seraient spectaculaires et potentiellement dangereux. Les chercheurs conçoivent alors des simulations dites magnéto-hydrodynamiques en 3 dimensions pour reconstituer ce qui se passerait autour de Proxima B ou Proxima D. La magnéto-hydrodynamique est la branche de la physique qui étudie l'interaction entre fluides conducteurs et champs magnétiques. Ici, le plasma est essentiellement constitué de particules ionisées très chaudes éjectées par l'étoile. Les modèles numériques tiennent compte de la densité, de la puissance fusique, la vitesse et de la température de ce flux, ainsi que de la géométrie du champ magnétique stellaire. Les résultats sont saisissants. L'environnement de Proxima B, déjà situé à très faible distance de l'étoile, est bombardé en quasi-permanence par des particules stellaires. Plus encore, ce vent intense surclasse largement la contribution des rayons cosmiques galactiques, qui constituent par ailleurs une source de radiation importante dans la galaxie. Cette météo spatiale fait craindre une érosion accélérée de l'atmosphère des planètes. Lorsqu'un flux de particules ou de rayonnement très énergétique frappe la haute atmosphère, il peut arracher à la planète ses molécules volatiles, comme l'oxygène ou l'hydrogène. Sur le long terme, cela peut conduire à une perte progressive de la couche gazeuse protectrice. Les simulations suggèrent également que l'ozone, cette molécule capable de filtrer une partie du rayonnement ultraviolet, peut être détruite en grande quantité. Sans ozone, la surface d'une planète est exposée à un rayonnement encore plus intense. D'où l'idée que la surface pourrait, du moins à l'air libre, subir une véritable stérilisation par les rayons ultraviolets et X, à moins de se trouver sous une colonne d'eau ou bien derrière une couche nuageuse particulièrement dense. Les universitaires évoquent parfois la notion de niche protégée, par exemple des océans profonds ou des grottes souterraines, endroits potentiellement épargnés par cette fureur stellaire. Dans ces environnements abrités, l'érosion de la biosphère serait peut-être ralentie, voire contrée,
si d'autres conditions favorables étaient réunies. De 2018 à 2024, ces études se multiplient, tirant profit des données de plus en plus précises sur l'activité de Proxima du Centaure. Les simulations se sophistiquent, combinant la magnéto-hydrodynamique pour l'étoile et la modélisation du climat planétaire pour Proxima b. Les chercheurs évaluent, dans différents scénarios, si la pression atmosphérique peut rester suffisante pour maintenir l'eau à l'état liquide localement, ou si les courants atmosphériques peuvent distribuer la chaleur de la face éclairée à la face nocturne dans le cas d'une rotation synchrone. Certains modèles prédisent même des configurations d'œil d'eau, dans lesquelles un océan subsisterait juste en dessous du point situé à l'aplomb de l'étoile sur la surface de la planète, tandis que le reste de la surface resterait glacé. D'autres mettent en avant la possibilité d'une atmosphère épaisse, résultat d'importants dégazages volcaniques qui retiendraient la chaleur et offrirait un équilibre thermique plus uniforme. Vers la fin de cette période, en 2023 et 2024, une grande partie de la communauté scientifique se consacre ainsi à articuler la découverte de Proxima d avec la problématique plus large de la météo spatiale extrême. L'étoile est désormais officiellement classée comme étoile à sursaut extrême, et son étude fournit un véritable banc d'essai pour les théories de l'habitabilité des planètes autour de naines rouges. Les comparaisons avec d'autres systèmes de naines rouges commencent à émerger, afin de vérifier si des phénomènes similaires sont courants dans la galaxie ou si Proxima du Centaure constitue un cas particulièrement turbulent. Au terme de cette étape, rien n'est véritablement figé. Certains sceptiques estiment qu'un champ magnétique planétaire solide, allié à des océans épais ou à une atmosphère de plusieurs bars de pression, pourrait encore permettre à Proxima b de conserver îlot après îlot de conditions propices à la chimie organique. Mais d'autres soulignent la fréquence exceptionnelle des flares et l'importance croissante de leur énergie cumulée. Dans ce contexte, Proxima d, bien que peu propice à la vie, s'intègre de mieux en mieux au système, révélant que plusieurs objets de masse terrestre ou inférieure peuvent exister dans la zone entourant une naine rouge très active. Quant à Proxima c, aucun consensus n'est encore trouvé. La planète est peut-être là, enfouie dans le signal de plus longue période, ou peut-être n'est-elle que le fruit d'activités stellaires mal comprises. Les observations se poursuivent, et l'espoir demeure de trancher définitivement la question. L'éveil de futurs instruments encore plus sensibles ou de mesures complémentaires dans l'infrarouge. Année 2025. Alors que l'humanité poursuit son exploration spatiale et affine ses techniques d'observation, une série de découvertes et d'analyses révolutionnaires autour de l'étoile Proxima du Centaure est publiée. Les chercheurs se focalisent cette fois-ci sur un phénomène essentiel pour comprendre l'évolution de l'environnement des planètes en orbite autour de cette naine rouge très active. Les puissantes éruptions stellaires que l'on appelle fréquemment des flares. Dans ce contexte, la communauté scientifique internationale souhaite examiner avec précision leurs effets sur les atmosphères potentielles des exoplanètes et plus particulièrement sur la fameuse Proxima b. Au cœur de ce travail, une grande campagne d'observation menée par l'instrument de radioastronomie ALMA, associé à l'analyse de données issues du spectrographe NIRPS, livre de nouveaux indices sur l'habitabilité de ce système si intrigant. Dans ce récit documentaire, nous allons découvrir comment, en 2025, s'est déroulée cette rafale de révélations, ainsi que les conséquences que l'on peut en tirer pour le destin planétaire de Proxima b et de ses possibles voisines. Tout commence en mars 2025, avec la publication officielle d'une étude intitulée « The Proxima Centauri Campaign – First Constraints on Millimeter Flare Rates from ALMA ». Grâce à l'observatoire ALMA, situé dans le désert d'Atacama au Chili, les astronomes avaient pu accumuler un total d'environ 50 heures d'observation dans une gamme appelée bande 6, autour d'une longueur d'onde proche de 1,3 mm. Cette plage de fréquence, jusqu'alors moins souvent utilisée pour étudier les éruptions stellaires, promettait une nouvelle vision sur l'activité magnétique de Proxima du Centaure. L'équipe responsable de cette enquête scientifique entendait déterminer le taux de survenue des flares, leur intensité énergétique et leur durée, afin de mieux comprendre la façon dont ces sursauts influencent la planète située dans la zone habitable et, plus largement, l'ensemble du système. Les astronomes, après avoir scruté patiemment les relevés d'ALMA, annoncèrent avoir détecté 463 flares au total. Ces phénomènes,
décrits comme des poussées soudaines de luminosité dans le domaine millimétrique, couvraient un éventail d'énergie allant d'environ 10 puissance 24 erg à 10 puissance 27 erg. Pour situer ces chiffres, il faut savoir qu'un erg est une unité de mesure de l'énergie utilisée en astrophysique, et qu'un seul de ces flares, à 10 puissance 27 erg, équivaut à une quantité phénoménale de puissance libérée en un temps très court. Ces flares observés en 2025 avaient des durées typiques comprises entre 3 et 16 secondes, ce qui peut sembler extrêmement bref à l'échelle humaine, mais se révèle en réalité suffisamment long pour infliger un assaut de particules et de radiations capable d'influencer notablement l'environnement d'une planète proche. Parmi les multiples événements enregistrés, un flare record attira particulièrement l'attention. Il atteignit un flux d'environ 119 millijansky, soit un niveau près de 1000 fois supérieur à celui que Proxima du Centaure émet en temps normal dans cette bande de longueur d'onde. Les données indiquèrent une montée rapide de la puissance dégagée, suivie d'une décroissance bien plus lente. Les spécialistes interprétèrent cette forme de courbe de lumière comme le signe d'une reconfiguration prolongée du champ magnétique stellaire, libérant son énergie de manière continue plutôt que sous la forme d'une simple impulsion. Cette découverte offrit un éclairage supplémentaire sur la manière dont les lignes de champ magnétique se déchirent, se reconnectent et expulsent d'énormes quantités de particules énergétiques. Une autre avancée importante, issue de cette campagne ALMA, réside dans la détermination de la distribution de fréquence des flares, décrite en anglais comme la FFD pour Frequency Flare Distribution. Les scientifiques se sont aperçus que la pente de cette distribution, souvent notée alpha dans la littérature, atteignait environ 2,9 dans le domaine millimétrique. À titre de comparaison, dans les longueurs d'onde optiques observées précédemment, on enregistrait plutôt une valeur proche de 2. Or, cette valeur plus élevée, proche de 2,9, indique qu'il existe bien plus de petits flares que ne le laissaient supposer les observations optiques. Autrement dit, les petites éruptions, qui individuellement libèrent moins d'énergie que les événements majeurs, se produisent à une cadence extrêmement soutenue. Cette fonction de distribution conduit à un constat capital. Si ces flares, même de faible intensité, émettent également dans les longueurs d'onde extrêmes ultraviolets et rayons X, alors leur contribution cumulée pourrait surpasser celle des grands flares occasionnels. L'irradiation de Proxima b, déjà considérable dans ces domaines de fréquence, pourrait en être encore amplifiée. Sur le plan des conséquences pour Proxima b, les auteurs de l'étude de 2025 soulignent plusieurs points. D'une part, la planète reçoit un bombardement quasiment continu de particules chargées et de rayonnements durs qui pénètrent dans ses éventuelles couches atmosphériques. D'autre part, ce bombardement oblige à revoir à la hausse les estimations de pertes atmosphériques. En effet, un flux important de rayons X et de particules énergétiques abîme considérablement molécules présentes dans la haute atmosphère. Il peut entraîner un échauffement et un échappement de gaz, phénomène par lequel l'atmosphère tend à s'évaporer dans l'espace. De plus, il influence les processus photochimiques, c'est-à-dire les réactions chimiques déclenchées par les photons énergétiques. Les couches d'ozone, si elles existent, pourraient ainsi être détruites plus rapidement qu'anticipé, et la production de brumes organiques compliquerait encore l'identification de signatures de vie via les méthodes de spectroscopie. Tout cela donne à penser qu'en l'absence d'une protection magnétique solide ou d'une atmosphère très épaisse, la surface de Proxima b est sans doute soumise à des variations extrêmes et potentiellement dommageables pour la stabilité de l'eau liquide. Après cette radiographie des flares, rendue possible par ALMA, c'est un autre instrument de pointe qui arrive avec des résultats tout aussi passionnants, le spectrographe NIRPS. Installé sur un des télescopes de l'Observatoire européen austral, NIRPS, dont le nom signifie Near Infrared Planet Searcher, est conçu pour observer les étoiles dans des longueurs d'onde proches de l'infrarouge. Il constitue un complément indispensable à HARPS, l'instrument historique qui opère dans le visible et a déjà permis de nombreuses découvertes d'exoplanètes. Durant l'été 2025, la communauté scientifique accueille ainsi la publication d'un article intitulé Diving into the Planetary System of Proxima with NIRPS par Suarez Mascareño et al., accompagné de communiqués institutionnels de l'Observatoire européen austral, de l'Université de Genève et de l'Institut d'astrophysique des Canaries.
L'objectif de cette enquête est de combiner de façon rigoureuse les mesures de NIRPS dans l'infrarouge avec les données de HARPS, déjà accumulées depuis plusieurs années, plus divers catalogues d'archives. En regroupant tous ces éléments, les chercheurs affinent des estimations de masse pour deux planètes confirmées, Proxima b et Proxima d, tout en réévaluant l'incertitude concernant l'existence d'une possible troisième planète, Proxima c. Les résultats sont en premier lieu remarquables pour Proxima b. Les astronomes, en tenant compte de l'activité intrinsèque de l'étoile ainsi que des signaux enregistrés par divers spectrographes, parviennent à estimer de manière plus précise la masse minimale de cette planète, désormais évaluée à environ 1,05 fois la masse terrestre, avec une incertitude d'environ 0,06. Cette valeur réduite par rapport aux premières estimations conforte l'idée d'une analogie marquante entre Proxima b et notre propre planète, au moins en ce qui concerne sa masse. Cela la maintient dans la catégorie très convoitée des exoplanètes de type terrestre, capables, si d'autres dimensions comme la composition chimique et la structure interne suivent la même tendance, de représenter un cas potentiellement riche en applications sur la question de la vie. Ensuite, l'autre planète affirmée dans le système, Proxima d, se voit elle aussi dotée de paramètres révisés. L'étude NIRPS lui attribue une masse d'environ 0,26 fois la masse terrestre, avec une marge d'erreur d'environ 0,04. Cette détection s'avère désormais robuste sur l'ensemble des jeux de données, ce qui signifie que les variations mesurées dans la vitesse radiale de l'étoile, autrement dit les infimes secousses gravitationnelles qu'exerce la planète, sont corroborées par plusieurs instruments et analyses. Même si Proxima d orbite bien en deçà de la zone habitable et reçoit un flux de rayonnement bien trop intense pour espérer y trouver des conditions favorables à la vie de surface, elle fournit une pièce maîtresse dans la compréhension globale de la répartition des masses planétaires au sein du système. Sa présence permet de tester certains modèles de formation et de migration planétaire, ainsi que d'étudier l'influence de l'activité de l'étoile à des distances encore plus rapprochées que celles de Proxima b. La question de Proxima c demeure, de son côté, partiellement en suspens. Les signaux qui lui sont associés présentent une période estimée à environ 1900 jours, soit un peu plus de 5 ans. Cela suggérerait l'existence d'une super-Terre ou d'une mini-Neptune relativement éloignée, susceptible d'être un objet froid, éventuellement recouvert de glace, au-delà de la zone habitable. Toutefois, les données restées à ce jour fragmentaires et l'activité magnétique importante de Proxima du Centaure compliquent la distinction entre un réel signal planétaire et de simples fluctuations induites par la variabilité de l'étoile. Les chercheurs demeurent donc prudents. L'article de 2025 et les communications officielles concluent que, pour le moment, Proxima c n'est pas confirmé. Il faudra davantage de temps, d'observation et de méthodes de filtrage avancées pour trancher définitivement entre un bruit d'activité et la présence réelle d'une planète supplémentaire. Cet examen approfondi de NIRPS met en avant une précision remarquable, de l'ordre d'1 mètre par seconde, atteinte chez une naine rouge très agitée. C'est un résultat qui suscite un grand enthousiasme dans la communauté des chasseurs d'exoplanètes, car plus l'on parvient à diminuer la signature parasite liée à l'activité stellaire, plus il devient envisageable de déceler des corps de masse encore plus faibles. Sur le long terme, cette finesse de mesure pourrait ouvrir la voie à la découverte d'objets semblables à Mars, ou même inférieurs en masse, gravitant autour de Proxima. Un tel exploit stimulerait considérablement l'avancement de la recherche de mondes potentiellement habitables en orbite de naines rouges. Pendant ce temps, de nouvelles simulations voient le jour. Menées entre 2024 et 2025, des études approfondies associent des modèles de magnéto-hydrodynamique en 3 dimensions, souvent réduits à l'acronyme MHD, avec les taux de flares établis par ALMA. Ces techniques de simulation consistent à prendre en compte la dynamique du plasma produit par l'étoile, la structure de son champ magnétique, ainsi que l'action répétée d'événements violents, comme les éjections de masse coronale. L'objectif principal est de déterminer l'impact d'un vent stellaire extrêmement dense et turbulent sur une planète de type terrestre. Si l'on y ajoute la question des rayons cosmiques, particules hautement énergétiques provenant de la galaxie ou accélérées par l'étoile elle-même, on se retrouve face à un environnement spatial extrêmement hostile. Plusieurs astronomes se sont aussi intéressés au transport tridimensionnel des rayons cosmiques. Le concept est celui d'étudier la façon dont ces particules voyagent dans la magnétosphère de l'étoile, autrement dit, la bulle de champ magnétique qui entoure Proxima,
et quelle trajectoire elles empruntent pour atteindre le voisinage de Proxima b. Résultats publiés en 2025 soulignent que, du fait de la courte distance entre l'étoile et la planète, la composante dominante deviendrait celle des particules énergétiques spécifiquement accélérées par Proxima, plutôt que celles qui s'infiltrent depuis l'extérieur. Cette observation renforce l'idée que le périmètre de Proxima b est modelé avant tout par la météo spatiale propre à son étoile, plutôt que par l'environnement galactique général. Dans ces conditions, les scénarios d'habitabilité nécessitent d'être mis à jour. Déjà, les études antérieures laissaient entrevoir un tableau complexe. Proxima b pouvait être un monde océanique, un désert minéral, une planète volcanique ou une sphère glacée, en fonction de facteurs comme la quantité initiale d'eau, la durée de la phase active de l'étoile ou la présence d'un champ magnétique protecteur. Désormais, avec la révision des paramètres relatifs aux flares et leur fréquence accrue, combinée à la perspective de vents stellaires intenses, on envisage une surface encore plus violemment bombardée qu'on ne le pensait. Les astrophysiciens supposent qu'une grande partie de la surface, si tant est qu'elle existe sous forme solide, ferait face à un bombardement radiatif quasi permanent. Les particules énergétiques, accompagnées de rayons X et d'ultraviolets extrêmes, pourraient stériliser toute forme de vie exposée. Elles accéléreraient aussi l'échappement atmosphérique, même si l'on ignore encore précisément à quel degré, faute de mesures directes de la composition de Proxima b. Toutefois, le tableau n'est pas entièrement sombre. Certains modèles indiquent qu'il est théoriquement possible qu'une exoplanète résiste à de telles agressions si elle possède plusieurs couches d'atmosphère dense. Les chercheurs évoquent des pressions atmosphériques de plusieurs bars, voire des dizaines de bars, qui pourraient piéger une partie des particules et limiter les pertes de gaz à long terme. De même, des océans suffisamment profonds, dont la surface absorberait ou diffuserait une fraction non négligeable de l'énergie, pourraient fournir des poches de relative stabilité pour l'eau liquide, peut-être favorable à des processus de chimie prébiotique en profondeur. Un champ magnétique planétaire robuste, généré par effet dynamo à l'intérieur du noyau, renforcerait également la protection de la troposphère et des couches supérieures. En bloc, ces facteurs laissent encore planer l'incertitude. La surface de Proxima b est sans doute très inhospitalière, mais une zone habitable plus restreinte, éventuellement limitée aux profondeurs océaniques ou souterraines, ne peut être exclue d'emblée. Au fil de ces publications, l'écart se creuse entre la perspective séduisante d'une planète terrestre, proche et potentiellement habitable, et la réalité d'un environnement férocement irradié qui exige de vastes stratégies de protection. En même temps, la ténacité des scientifiques va grandissante. Portés par ces avancées, ils prévoient déjà de futures campagnes d'observation avec des instruments encore plus sensibles, capables de percer les secrets de la composition atmosphérique de Proxima b, et peut-être, un jour, de détecter des indices directs de processus biologiques. Cette quête soulève des questions d'ampleur. Comment la vie pourrait-elle s'adapter à un déluge permanent de particules énergétiques? Des mécanismes semblables à ceux rencontrés autour de certaines sources hydrothermales terrestres pourraient-ils se développer dans de l'eau maintenue sous une épaisse calotte de glace? À quoi ressemblerait une biosphère active, protégée par plusieurs couches successives de gaz? Les années à venir promettent donc de passionnantes aventures scientifiques, au croisement de l'astrophysique, de l'exobiologie et de la géophysique. La proximité relative de Proxima b, la plus proche exoplanète confirmée à ce jour, en fait un lieu d'étude unique où nous pourrions, à terme, tester directement nos hypothèses sur l'habitabilité des naines rouges. Et si, malgré la férocité des flares, des précautions naturelles ou quelques coups de chance cosmique avaient permis à la vie d'apparaître, voire de s'adapter? Les interrogations enflamment l'imaginaire collectif, tandis que la recherche, dotée d'outils de plus en plus sophistiqués, s'efforce de percer les mystères de cet astre et de sa suite de compagnons planétaires. Existe-t-il, parmi les innombrables étoiles qui illuminent notre ciel nocturne de mille feux, des systèmes stellaires identiques aux nôtres? Qui ne s'est jamais posé cette question en plongeant son regard dans les profondeurs d'une nuit étoilée? À ce jour, nul n'est disposé à répondre à ce mystère. Pourtant, les astronomes qui s'intéressent à cette question depuis l'Antiquité n'ont de cesse de traquer, observer, puis répertorier chacune des étoiles découvertes au fil de leurs travaux, même les plus insignifiantes. Bien qu'il n'ait pas de réponse fiable à nous partager concernant le nombre d'étoiles qui nous entourent,
ils sont aujourd'hui en mesure d'affiner leurs estimations. Les dernières avancées technologiques, toujours plus performantes, permettent à présent aux scientifiques de préciser leurs chiffres, et ceux-ci, comme tu peux t'en douter, sont vertigineux. Certains estiment qu'il pourrait y en avoir plus de 200 millions de trillions. Pour tenter d'apporter une réponse à cette question, mais aussi pour mieux comprendre les rouages de l'univers, l'Agence spatiale européenne a lancé en 2013 la mission Gaia. Un satellite d'astrométrie bien plus performant que son prédécesseur, le satellite Hipparcos, qui lui a fonctionné seulement 4 ans de 1989 à 1993, a photographié le ciel en continu en 3 dimensions. Il a pu mesurer la position, la distance ainsi que le mouvement d'1 milliard d'étoiles. Ce sont donc des milliards de données qui ont été récoltées avant d'être traitées par une équipe dirigée par des chercheurs du CNRS. Ils ont alors réalisé un exploit inédit en créant la première carte de notre voisinage galactique. Bien sûr, cette carte n'est pas exhaustive, et les chercheurs ne doutent pas que de nombreux objets soient restés dans l'ombre sans avoir pu être immortalisés, soit parce qu'ils sont masqués par d'autres astres. Néanmoins, dans un rayon de seulement 10 parsecs, c'est-à-dire 32,6 années-lumière autour de notre Soleil, ils ont comptabilisé 540 objets célestes, dont 373 étoiles de différents types, ainsi que 77 exoplanètes. Cette carte, en plus de définir la position des étoiles, nous livre d'autres informations, comme la luminosité des astres, leur classe spectrale, mais surtout leur interaction avec d'autres objets cosmiques. Il s'avère que plus de la moitié des étoiles recensées dans notre galaxie sont des étoiles de classe M, à savoir des naines rouges semblables à Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de notre propre Soleil. Certaines semblent isolées, tandis que d'autres font bel et bien partie d'un système. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons visiter les systèmes stellaires voisins, des plus lumineux aux plus surprenants. Ton voyage te mènera aujourd'hui au plus près de ces astres qui peuplent le voisinage de notre Soleil. Je te propose de t'installer confortablement dans notre vaisseau spatial qui te conduira rapidement dans ces contrées lointaines et fascinantes. Mais avant de commencer notre voyage interstellaire, si ce n'est pas déjà fait, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage. Profitons pendant que nous nous extirpons de notre système solaire pour réaliser une petite rétrospective et revisitons nos classiques. Pour commencer, c'est quoi un système stellaire ? À première vue, quand on s'intéresse aux étoiles, on pourrait penser qu'elles sont toutes indépendantes les unes des autres. Mais il n'en est rien. Si certaines sont bel et bien isolées, évoluant sans interaction avec leurs lointaines voisines, en revanche, d'autres sont liées par l'attraction gravitationnelle. Lorsqu'un petit nombre d'étoiles ainsi liées orbitent les unes autour des autres, on parle alors de système stellaire, chacune des étoiles étant une composante. Il arrive que certains systèmes stellaires soient faussement nommés ainsi, n'étant composés que d'une seule étoile, celle-ci possédant un système planétaire dans son orbite. La découverte de ces astres influe également sur leur appellation. On parle de systèmes stellaires visuels ou astrométriques lorsqu'ils sont découverts grâce à leurs mouvements apparents dans le ciel. Lorsqu'ils sont décelés en fonction de la variation de leur éclat, il s'agit alors de systèmes stellaires à éclipse. Enfin, quand ils sont caractérisés par leur spectre, on parle de systèmes stellaires spectroscopiques. Un système stellaire de 2 étoiles peut avoir différentes appellations, telles qu'un système binaire, une étoile binaire ou encore une étoile double. C'est notamment le cas de Sirius,
l'étoile la plus étincelante de notre ciel nocturne. Les systèmes stellaires multiples comportant plus de 2 étoiles sont divers. Un système stellaire triple, trinaire ou ternaire contient 3 étoiles. Un système quadruple ou quaternaire en contient 4. On peut continuer ainsi avec les systèmes quintuples, sextuples, septuples pour respectivement 5, 6 ou 7 étoiles et ainsi de suite. Lorsqu'un système comprend une centaine d'étoiles, voire beaucoup plus, il rentre alors dans la catégorie des amas stellaires, voire des galaxies. Mais laissons à présent cette partie somme toute théorique et intéressons-nous à présent aux systèmes les plus proches, situés dans notre voisinage galactique. Nous arrivons à proximité du système stellaire le plus proche de notre Soleil. Voici Proxima Centauri, un système stellaire et planétaire qui répond également au nom d'Alpha Centauri. Tu comprendras tout à l'heure d'où vient cette dernière appellation. Nous sommes dans la constellation du Centaure, à seulement 4,2 années-lumière de la Terre et par conséquent, toujours dans notre belle et lumineuse Voie lactée. L'objet lumineux que tu as devant toi est une naine rouge. Celles-ci sont très répandues dans notre galaxie. Elles représentent près de 80% des étoiles qui peuplent la Voie lactée. La magnitude apparente de Proxima Centauri, qui est égale à 11,05, ne la place pas dans la catégorie des astres les plus brillants, les étoiles les plus irradiantes étant de première magnitude. En fait, 85% de l'énergie qu'elle dégage n'est pas visible à nos yeux, celle-ci étant principalement dans les longueurs d'onde infrarouges. À l'œil nu, sa luminosité dans la lumière visible est presque 650 fois moins lumineuse que celle de notre Soleil. Proxima Centauri est donc de type spectral M5, ce qui explique pourquoi elle n'a été découverte qu'en 1915. Avec un diamètre réel de 200 000 km, elle est 7 fois plus petite que le Soleil, ce qui correspond à 1,5 fois la taille de Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire. Sa masse correspond à environ 12,3% de celle du Soleil. Mais Proxima Centauri possède une masse volumique moyenne et sa densité est nettement supérieure à celle du Soleil. Contrairement à notre étoile qui transmet son énergie vers l'extérieur par radiation, Proxima Centauri, elle, la retransmet par des mouvements physiques de plasma. L'intérieur de cette étoile est par conséquent entièrement convectif. L'hélium qui est produit par fusion nucléaire, au lieu de s'accumuler au centre de l'étoile, circule à l'intérieur de celle-ci. Il en résulte un phénomène de convection qui génère un champ magnétique permanent. Cette énergie magnétique est arrachée de l'objet sous forme d'éruptions stellaires comparables aux éruptions solaires. Certaines de ces explosions peuvent atteindre des dimensions incroyables, correspondant à la taille même de l'étoile, ce qui augmente considérablement sa luminosité totale durant un certain laps de temps. Près de 80% de la surface de l'étoile est active, ce qui est bien au-delà de l'activité que nous connaissons du Soleil. C'est pourquoi la température de sa couronne, même en dehors de ses pics d'activité, reste supérieure à celle du Soleil. Elle atteint 3,5 millions de degrés Celsius, tandis que notre Soleil ne dépasse pas les 2 millions de degrés. Cette violente activité est malgré tout moins importante que bien des autres naines rouges peuvent subir, probablement en raison de l'âge avancé de cet astre qui est évalué à plusieurs milliards d'années. Proxima Centauri est un système planétaire. L'étoile n'évolue donc pas seule, loin de là. Elle est accompagnée non pas d'une, mais de 3 planètes qui orbitent autour d'elle. La première, Proxima Centauri b, est une planète tellurique située dans la zone habitable de son hôte à une distance de 7 millions de kilomètres. Sa période orbitale est d'un peu plus de 11 jours terrestres. Sa masse est d'environ 1,3 fois celle de notre Terre, et sa température d'équilibre laisse envisager qu'il pourrait y avoir de l'eau à l'état liquide à sa surface. Mais si l'on suppose que cette exoplanète est dépourvue d'atmosphère, celle-ci ayant été détruite par les éruptions stellaires à répétition,
aucune forme de vie ne pourrait s'y trouver. La proximité des deux objets entraîne probablement une rotation synchrone, ce qui signifie que cette planète montre en permanence la même face à son étoile. En conséquence, Proxima Centauri b pourrait connaître des températures très élevées sur sa face exposée, nuisant à la présence d'eau à l'état liquide, tandis que sa face cachée serait extrêmement froide, recouverte essentiellement de glace. Mais qu'en est-il des régions situées entre ces deux zones ? Crois-tu, en cas de la présence d'une atmosphère, qu'une vie soit possible au niveau du terminateur, cette frontière reliant les deux faces ? La seconde planète qui orbite autour de Proxima Centauri est une super-Terre froide de type mini-Neptune. Voici Proxima Centauri c. D'une masse de 5,8 fois celle de la Terre, elle se situe à environ 1,5 unité astronomique de son étoile. Sa période orbitale est de 1900 jours, soit un peu plus de 5 ans terrestres. Enfin, une exoplanète dont la masse représente un quart de celle de la masse de la Terre a été décelée en 2022. Il s'agit de Proxima Centauri d, une exoplanète distante de son hôte de seulement 4 millions de kilomètres. La vie sur cette planète qui orbite en seulement 5 jours est fatalement impossible en raison de sa proximité avec l'étoile. Par ailleurs, Proxima Centauri, bien que découverte tardivement, s'est révélée appartenir à un système encore plus grand. En fait, elle n'est que le troisième et le plus petit astre d'un système triple, Alpha Centauri, ou Alpha du Centaure, qui lui est répertorié depuis bien plus longtemps. Vois-tu, non loin de là, ces deux astres qui te font de l'œil. Je te propose que nous nous rapprochions de ces deux étoiles lumineuses, Alpha Centauri A et Alpha Centauri b, qui forment le duo principal de ce système triple. Elles sont distantes de leur troisième compagne de près de 13 000 unités astronomiques, soit 1950 milliards de kilomètres. Cette distance, qui ne représente que 5% de celle qui sépare Alpha Centauri AB de notre Soleil, suggère tout de même une période orbitale de Proxima Centauri entre 507 000 à 613 000 autour du duo principal. L'éloignement ainsi que sa petite vitesse orbitale expliquent pourquoi Proxima Centauri a longtemps été exclue de ce système, auquel elle est malgré tout liée par la gravitation. À l'œil nu, ce système binaire, du fait de la proximité de ses composants, apparaît depuis notre Terre comme l'étoile la plus brillante de la constellation du Centaure et la troisième la plus brillante de notre ciel, Sirius et Canopus la surpassant. Semblables au Soleil, les deux astres qui la composent sont respectivement de classe G2 et K1. Alpha Centauri A, également nommé Rigil-Kentaurus, est la plus grande de ce duo stellaire avec une masse équivalente à 1,1 masse solaire et une luminosité à 1,519 fois celle du Soleil. Il s'agit d'une naine jaune qui est 10% plus massive que le Soleil, avec un rayon 22% plus grand. En somme, tu as devant toi la sœur jumelle de notre Soleil. Alpha Centauri b, qui répond pareillement au nom de Toliman, est quant à elle légèrement plus petite et plus froide que sa compagne. La masse de cette étoile secondaire représente 90% de celle du Soleil et son diamètre seulement 14%. Sa luminosité représente à peine 45% de celle du Soleil. Par conséquent, elle a une séquence principale de type spectral K qui lui donne cette couleur plus orangée. Ces deux étoiles orbitent l'une autour de l'autre en 80 ans. Leurs orbites, légèrement excentriques, les rapprochent l'une de l'autre de 11,2 unités astronomiques, soit environ 1,68 milliard de kilomètres, ce qui représente la distance entre le Soleil et Saturne. Lorsqu'elles s'éloignent, elles peuvent être distantes jusqu'à 35,6 unités astronomiques, soit 5,33 milliards de kilomètres, ce qui équivaut à la distance qui sépare Pluton de notre Soleil. Les amateurs d'astronomie devront attendre mai 2035 pour bénéficier du prochain périastre afin de pouvoir observer ce binôme dans des conditions optimales. Leur période orbitale les aura alors rapprochés.
Mais notre voyage interstellaire te donne aujourd'hui la possibilité de les observer comme jamais. Alors profites-en pour en savoir un peu plus. Penses-tu que ce système stellaire qui abrite des étoiles ressemblant à notre Soleil puisse abriter une quelconque forme de vie? Et pourquoi n'y aurait-il pas dans cette contrée peu lointaine quelques planètes chaudes et rocheuses avec beaucoup d'eau comparables à notre Terre? Si tu observes l'environnement proche d'Alpha Centauri A, à première vue, aucune planète ne pointe le bout de son nez. Une exoplanète candidate nommée Candida 1 est cependant étudiée depuis 2021 par les astronomes. Distante d'environ 1,1 unité astronomique de l'étoile, avec une révolution estimée à 1 an, il ne pourrait s'agir en fait que d'un disque de poussière, voire d'un artefact. En revanche, Alpha Centauri B pourrait avoir plusieurs compagnons de route, même si ces derniers n'ont pas non plus été confirmés par la sphère scientifique. Le détecté en 2012, serait une planète dont la masse, supérieure de 1,1 à 2,7 fois celle de la Terre, la qualifie de super-Terre. Elle porte le nom d'Alpha Centauri BB ou Gliese 559 BB. Seulement, cette candidate orbite dans une zone non habitable par rapport à son étoile hôte sur une courte période de 3,24 jours. Distante de 0,04 unités astronomiques, soit seulement 6 millions de kilomètres de son étoile, tu te doutes bien qu'aucune vie ne peut s'y développer. Les températures de cette planète très élevées seraient en mesure de faire fondre du plomb. Mais de récentes études ont montré qu'en réalité, Alpha Centauri BB était un fantôme statistique. Elle vient donc de disparaître de la liste des exoplanètes. Le second compagnon, Alpha Centauri BC, est une autre planète candidate qui semble évoluer guère plus loin que la précédente, avec une période orbitale inférieure à 20 jours. Sa taille, de 92% de celle de la Terre, en aurait fait une planète tellurique idéale. Mais une fois de plus, sa proximité avec l'étoile qui l'abrite rend impossible la présence d'eau à l'état liquide à sa surface. À l'heure actuelle, c'est finalement auprès de la plus petite étoile de ce système triple, à savoir Proxima du Centaure, que l'on est le plus susceptible de découvrir une planète habitable, tout du moins en partie. Mais voyons ce que peuvent nous révéler les prochains systèmes solaires. Bien que plus éloignés, ils pourraient nous réserver de belles surprises. Commençons par l'étoile de Barnard, qui se situe un peu plus loin dans la constellation d'Ophiuchus, à 5,9 années-lumière de notre Soleil. En dépit de sa proximité avec notre système solaire, sa faible luminosité empêche son observation sans télescope. En effet, il s'agit d'une naine rouge de type spectral M4. En d'autres termes, c'est une vieille dame. D'un âge avancé de quelques 10 milliards d'années, elle présente une déficience en métal. Elle en renferme à peine 25% de la quantité contenue par le Soleil. De plus, elle a beaucoup perdu de son énergie de rotation. Celle-ci est de 130 jours, ce qui est relativement lent comparé à celle du Soleil, qui lui l'effectue en 25 jours seulement. Bien moins rayonnante que notre Soleil, elle est à peine plus lumineuse que 100 pleines lunes cumulées. Sa masse représente 17% de masse solaire et son rayon 15 à 20% de celui du Soleil. Pour autant, cette étoile monopolise la sphère des scientifiques pour diverses raisons. Sous ses airs calmes, elle peut encore manifester de forts accès de colère, se traduisant par une activité stellaire significative. D'ailleurs, en 1998, une intense éruption solaire a été observée. La température atteinte lors de cette éruption a dépassé les 7700 degrés Celsius, soit plus du double de la température propre à l'étoile. L'étoile de Barnard est donc une étoile dite éruptive. Par ailleurs, elle est quelquefois surnommée l'étoile en fuite de Barnard. Si les étoiles apparaissent comme des points fixes dans notre ciel nocturne, elles se déplacent néanmoins toutes dans notre univers. Mais ces mouvements, ramenés à l'échelle de la durée de nos vies humaines, paraissent dérisoires. Cependant, l'étoile de Barnard détient un record de vitesse. C'est l'astre qui se déplace le plus rapidement dans notre ciel terrestre, sans suivre le flux général des étoiles qui brillent autour de notre Voie lactée. Pour te donner une idée, cette étoile se déplace dans notre ciel d'environ une largeur de pleine lune sur une période de 174 ans.
Cela peut te paraître extrêmement lent, mais en comparaison aux autres étoiles, l'étoile de Barnard donne l'impression de filer dans la voûte céleste avec une vitesse latérale relative, c'est-à-dire de côté par rapport à notre Soleil, de 90 km par seconde. Sa vitesse radiale la rapproche de notre système solaire à la folle allure de 140 km par seconde. D'ici à l'an 11 800 après Jésus-Christ, l'étoile de Barnard ne devrait être qu'à seulement 3,8 années-lumière de notre Terre. Tu dois probablement te demander pourquoi nous visitons l'étoile de Barnard. Pourquoi nous intéresser à cet astre isolé qui ne semble pas appartenir à un système? En fait, l'étoile de Barnard est un petit système planétaire. Cette étoile, qui monopolise les chasseurs de planètes depuis plusieurs décennies, a fait l'objet de plus de 770 observations. Les astronomes ont vu leurs efforts récompensés en 2018. Une exoplanète orbite bel et bien auprès de l'étoile de Barnard. Il s'agit de l'étoile de Barnard B, également connue sous le nom de planète Barnard B. Cette planète rocheuse possède une masse équivalente à 3,2 fois celle de la Terre, ce qui en fait une super-Terre. Distante d'environ 60 millions de kilomètres, soit 2 fois plus près de son hôte que la Terre ne l'est du Soleil, elle révolutionne en 233 jours. Mais cette distance rapprochée ne suffit pas à la placer pour autant dans la zone habitable de cette naine rouge. L'exoplanète Barnard B, en comparaison à notre Terre, ne reçoit que 2% de l'énergie de son étoile. Elle évolue juste au-delà de ce que l'on nomme la ligne des glaces. Sa température de surface est si froide, approximativement moins 170 degrés Celsius, que la présence d'eau à l'état liquide est hautement improbable. Cette planète ne peut donc assurément pas supporter une quelconque forme de vie. Dommage. Cette découverte, qui est l'aboutissement d'une importante collaboration entre de nombreux scientifiques du monde entier, fait suite à 20 années d'études réalisées avec 7 instruments différents. Toutefois, d'autres planètes candidates sont à l'étude dans cette région stellaire, notamment l'étoile de Barnard C et l'étoile de Barnard D. Mais pour l'heure, aucune étude n'a pu confirmer leur présence. Les astronomes savent à présent qu'ils sont susceptibles de découvrir de nombreuses autres planètes de ce type à proximité des naines rouges, d'autant que les technologies ne cessent de progresser. Reste maintenant à mettre la main sur une exoplanète qui présente les conditions idéales pour accueillir la vie. Poursuivons notre voyage interstellaire et rejoignons le système binaire Luhmann 16 qui n'est qu'à 6,5 années-lumière de notre Soleil. Composé de 2 naines brunes, il est situé dans la constellation Australe des Voiles. À ce jour, c'est le couple de naines brunes connu le plus proche de notre système solaire. Leur découverte récente, qui ne remonte qu'à 2013, est le fruit d'une mission de 13 mois, effectuée par le vaisseau spatial WISE de la NASA. Elle a permis l'acquisition d'environ 1,8 million d'images d'astéroïdes, d'étoiles et de galaxies. Mais avant tout, qu'est-ce qu'une naine brune? En réalité, c'est un objet trop massif pour être considéré comme une géante gazeuse, mais pas assez pour faire partie des étoiles, étant dans l'impossibilité de déclencher la fusion nucléaire en son centre. On compare parfois les naines brunes à des étoiles ratées, des étoiles défaillantes. La composante principale de ce système binaire est de type spectral L8. La seconde, encore moins brillante, est également une tardive qui semble plus proche du seuil de la transition. Ces 2 objets, qui sont séparés de plus de 3 unités astronomiques, orbitent malgré tout l'un autour de l'autre en près de 25 années. Cette lenteur est expliquée par leur faible masse, bien qu'elle représente environ 30 fois celle de Jupiter. Comme cette dernière, des vents violents sévissent à la surface de ces 2 naines brunes, comme en témoignent les rayures lumineuses parallèles à leurs équateurs respectifs. En regardant de plus près l'objet B, tu peux observer à sa surface une structure complexe formée de nuages irréguliers, tantôt clairs, tantôt sombres. Composés de gouttelettes de fer et autres minéraux, ces nuages disparates présentent des conditions météorologiques extrêmes avec une température dépassant les 1000 degrés Celsius. Mais restons prudents et gardons nos distances avec cette pluie de fer en fusion. En raison de leur faible luminosité,
Ces 2 naines rouges offrent aux scientifiques un laboratoire à ciel ouvert qui devrait leur permettre d'étudier plus aisément ce type d'objet. Les naines brunes pourraient leur dévoiler les secrets qui régissent l'évolution planétaire, mais aussi la formation des étoiles. Elles pourraient même permettre de découvrir des exoplanètes. Si les naines brunes ne sont pas assez massives pour permettre la fusion de l'hydrogène comme le font les étoiles, en revanche, elles refroidissent lentement lorsqu'elles se contractent, tandis que leur gravité de surface augmente. De ce fait, la température de surface d'une naine brune peut considérablement varier. Elle peut atteindre des degrés presque comparables à ceux d'une étoile et, à contrario, des degrés aussi faibles que ceux d'une planète froide. Leur âge et leur composition physique sont tout autant de paramètres qui les rendent différentes les unes des autres. Elles peuvent alors présenter de grandes diversités de couleurs et de caractéristiques spectrales. De légères perturbations sont observables dans les orbites de ces 2 naines brunes. Une planète est probablement à l'origine de ces variations. Mais encore faut-il, pour mettre le doigt sur cet objet non confirmé, savoir de quel côté chercher et à quelle distance. Car comme nous l'avons déjà constaté, même à de très grandes distances les uns des autres, des objets peuvent être liés. Partons à présent dans la constellation de l'Hydre, à la découverte de l'étoile WISE 0855-0714. Celle-ci est éloignée de notre Soleil de 7,2 années-lumière. Cette courte distance, à l'échelle cosmique, la hisse au 4e rang des étoiles les plus proches de notre Soleil. Ses caractères physiques la rangent dans la catégorie des sous-naines brunes ou naines brunes de masse planétaire, sa masse correspondant à 1% de la masse solaire. Sa formation, identique à celle des étoiles ou des naines brunes, est issue de l'effondrement d'un nuage de gaz. Seulement sa masse, qui est de 10 masses de Jupiter, reste inférieure aux 13 masses lui permettant d'engendrer la fusion thermonucléaire de deutérium pour qu'elle puisse prétendre au statut d'étoile. Si l'on classe souvent ce type d'objet dans la catégorie des naines brunes de masse planétaire, certains scientifiques les considèrent comme des planètes flottant librement dans le cosmos. WISE 0855-0714 est même cataloguée par certains comme une planète voyou, d'autant qu'elle semble bien évoluer seule, sans aucun compagnon à ses côtés. Sa découverte, rendue possible grâce à WISE, l'explorateur infrarouge à champ large de la NASA, remonte à 2014. Cet astre, dont le rayonnement est légèrement inférieur à celui de Jupiter, présente des températures moyennes dignes du pôle Nord, d'environ -48 degrés à -13 degrés Celsius, plus froides que les températures moyennes de la Terre, mais plus chaudes que celles de Jupiter. Par conséquent, parmi tous ses semblables dans l'espace interstellaire, c'est l'objet le plus froid de tous. Mais ce n'est pas ce qui a le plus surpris les astronomes lors de son observation. Rapprochons-nous encore un peu plus de cette étoile défaillante. Son type spectral Y nous permet d'observer sa surface de plus près, sans avoir besoin de nous protéger les yeux. On peut y admirer, dans une atmosphère teintée de camailleux azur, des nuages similaires à ceux qui entourent notre belle planète bleue. N'est-ce pas extraordinaire ? Ces nuages sont composés de cristaux de glace d'eau et de sulfure de sodium. C'est une première pour les scientifiques. Si de la vapeur d'eau a déjà été décelée dans les atmosphères d'exoplanètes, c'est la première fois que des nuages d'eau sont observés en dehors de notre système solaire. Même au plus proche de notre planète, ces observations ne sont en général possibles que sur Terre ou sur Mars. Les planètes géantes sont quant à elles si froides que les nuages de glace d'ammoniac masquent les nuages d'eau, comme sur Jupiter et Saturne, et les atmosphères de Neptune et d'Uranus empêchent toute visibilité. En somme, cette étoile dite défaillante intéresse tout de même au plus haut point la sphère scientifique, d'autant qu'elle évolue en solitaire dans l'espace interstellaire. Comme tu l'as probablement constaté, aucun autre objet ne semble être lié gravitationnellement à cette étoile déchue. Les observations qui se tournent vers elle ne peuvent donc pas subir les interférences d'une étoile voisine qui pourrait provoquer un quelconque éblouissement. Portons à présent notre attention sur un autre système stellaire situé lui aussi à quelques encablures de notre système solaire. Rejoignons la constellation du Lion, où une naine rouge possède, comme notre Soleil, une couronne. Nous voici en approche de Wolf 359,
une étoile certes assez pâle, avec un type spectral de classe M6.5, mais qui abrite 2 exoplanètes. Elles sont respectivement nommées Wolf 359b et Wolf 359c. Wolf 359 est l'une des plus petites étoiles répertoriées à ce jour, sa masse de 0,09 masse solaire étant à la limite inférieure. En effet, une étoile dont la masse est inférieure à 0,08 masse solaire n'est pas suffisamment massive pour enflammer l'hydrogène de son noyau. Wolf 359 est alors à la limite d'être considérée, elle aussi, comme une naine brune. Du fait de sa petite taille, son rayon n'étant que de 0,16 rayons solaires, elle est entièrement convective. L'hélium produit en son centre arrive donc à sa surface grâce au mouvement du plasma. Du fait de cette faible et lente production d'énergie, elle se maintiendra probablement dans cet état bien plus longtemps que notre Soleil, qui lui brûle ses cartouches à la vitesse grand V. La durée de vie de ce dernier est estimée à 10 milliards d'années, et l'on sait qu'il a atteint 4,55 milliards d'années. En lieu et place de notre Soleil, la faible luminosité de Wolf 359 représenterait environ 10 fois la brillance de notre pleine Lune. Pas de quoi nous provoquer le moindre coup de soleil, même pire, pas de quoi espérer une quelconque présence de vie sur notre planète qui serait alors recouverte de glace. Pourtant, ce jeune spinner, âgé d'au moins 100 millions d'années, et dont la vitesse de rotation projetée est inférieure à 3 km par seconde, est une étoile flaire, autrement dit une étoile variable. De type UV Ceti, elle subit parfois des augmentations brutales de sa luminosité sur tout son spectre. Son activité magnétique induit de brèves éruptions qui peuvent se produire tout de même au rythme de 32 événements sur une période de 2 heures, la plupart étant des micro-éruptions. Sa température de surface, bien inférieure à celle de notre Soleil, est tout de même de 2500 degrés Celsius. Cette température est suffisamment basse pour que les composés chimiques subsistent assez longtemps pour être observés à l'aide de leur ray spectral. En 2001, des raies moléculaires composées de monoxyde de carbone, d'hydrure de fer, d'hydrure de chrome, d'eau, d'hydrure de magnésium, d'oxyde de vanadium ou encore d'oxyde de titane ont ainsi pu, pour la première fois, être observées à partir d'un télescope terrestre. Hormis le Soleil, Wolf 359 est, par conséquent, la première étoile qui expose le spectre de sa couronne au grand jour. L'étude de son spectre a révélé l'absence de lignes de lithium. Cet élément a probablement été entièrement consumé par fusion dans le noyau. C'est d'ailleurs le paramètre qui permet de conclure que cet astre doit être âgé d'au moins 100 millions d'années. Comme nous l'avons vu, Wolf 359 n'est pas seule. Elle a 2 compagnons de route. 2 planètes orbitent autour d'elle. La première, Wolf 359b, est éloignée de 276 millions de kilomètres et la seconde, Wolf 359c, est quant à elle proche de 2,7 millions de kilomètres. La plus éloignée des deux a une masse d'environ 43,9 masses terrestres et orbite autour de Wolf 359 sur une période de 2938 jours. La plus proche, à savoir Wolf 359c, est bien moins massive avec ses 3,8 masses terrestres. Elle orbite autour de son étoile en 2,7 jours. Malheureusement, ces 2 planètes sont soit trop éloignées, soit trop proches de leur hôte, pour être situées dans la zone habitable qui, elle, s'étend de 3,6 et 7,7 millions de kilomètres de distance. Wolf 359b serait si froide qu'elle ne pourrait qu'être recouverte d'un épais manteau de glace, tandis que sa compagne Wolf 359c subirait des températures trop élevées pour que l'eau puisse rester à l'état liquide à sa surface. Nos efforts pour tenter de mettre le doigt sur une exoplanète potentiellement habitable devront donc se porter sur un autre système stellaire. Une autre naine rouge, située dans la constellation de la Grande Ourse, est distante de 8,3 années-lumière de notre Soleil et particulièrement prometteuse. Rejoignons la seconde étoile d'Argelander,
plus connue sous le nom de Gliese 411, ou encore Lalande 21 185, une vieille dame âgée de 5 à 10 milliards d'années. Cette naine rouge de type MV5 est froide et sombre. Sa luminosité, qui est 6000 fois plus faible que celle de notre Soleil, ne l'empêche pas cependant de faire partie des naines rouges les plus brillantes du voisinage solaire. Sa magnitude apparente n'étant que de 7,47, elle ne peut en conséquence pas être observée à l'œil nu. Elle a tout d'un demi-soleil, une masse d'environ 46% de masse solaire et un diamètre équivalent à 40% de celui du Soleil. Si sa masse avait atteint les 50% de masse solaire, elle aurait probablement intégré la catégorie des géantes rouges. Sa température de surface, qui est d'environ 3328 degrés Celsius, soit 62% de celle du Soleil, peut subir des variations brutales, de même que sa luminosité. En effet, Gliese 411 est une étoile dite éruptive, une étoile flaire. Les éruptions à sa surface sont aussi imprévisibles que spectaculaires, d'autant que les excès de luminosité alors produits contrastent avec la pâleur habituelle de l'étoile. Au premier abord, en dehors de ses couleurs spectrales, cet astre n'a rien d'extraordinaire. Pourtant, il intègre la liste des objets intéressants pour les chasseurs d'exoplanètes. D'une part en raison de sa proximité avec notre Terre, et d'autre part du fait de sa vitesse radiale constante. Celle-ci est un parfait exemple de niveau de stabilité des naines rouges, bien qu'elle se déplace perpendiculairement au plan galactique à grande vitesse avec une moyenne de 47 km par seconde. Dans sa course interstellaire, Gliese 411 subit toutefois des perturbations astrométriques. L'étude de ces variations a permis d'établir que cette naine rouge fait bel et bien partie d'un système multiple. Depuis 1996, on sait que non pas une, mais 2, voire potentiellement 3 planètes sont en orbite autour de Gliese 411, qui est par conséquent le 4e système planétaire le plus proche de notre Soleil, après Alpha du Centaure, l'étoile de Barnard et Wolf 359. La première planète se nomme Gliese 411b. Il s'agit d'une super-Terre. Sa masse correspond à 3 masses terrestres. Très proche de son étoile, soit à 0,08 fois la distance Terre-Soleil, elle boucle sa période orbitale, qui d'ailleurs est très circulaire, en seulement 13 jours. Gliese 411b est 5 fois plus proche de son hôte que Mercure ne l'est du Soleil. Et bien que cette étoile soit moins chaude que le Soleil, la planète n'est pas dans la zone habitable. Elle reçoit 3,5 fois plus d'énergie que la Terre ne reçoit du Soleil et doit, de ce fait, avoir de fortes ressemblances avec Vénus. Une seconde planète évolue à un peu moins de 3 unités astronomiques de l'étoile mère. Voici Gliese 411c. Cette exoplanète, dont la masse dépasse 13 masses terrestres, parcourt son orbite en 2946 jours. Il s'agit donc d'une planète de type Neptune, située bien au-delà de la zone habitable. Enfin, une 3e planète pourrait également interférer sur l'étoile principale, la plaçant alors dans la catégorie des systèmes quadruples. Nommée Gliese 411d, elle est distante de 0,5 unités astronomiques de son hôte. Avec une masse équivalente à 4 masses terrestres, elle connaît une période orbitale de 215 jours. Reste à savoir si sa température et son atmosphère sont propices, ou pas, à une quelconque forme de vie. Et toi, qu'en penses-tu ? Mais laissons ce questionnement de côté pour l'instant. Une étoile, étincelante comme nulle autre, attire ton attention. Et pour cause. Tu as devant toi Sirius, l'étoile la plus brillante après le Soleil de notre ciel hivernal. Tu sais, celle qui clignote dans la voûte céleste, rappelant les lumières intermittentes d'un avion en haute altitude. D'ailleurs, son nom qui n'a pas été choisi au hasard signifie « brillant » en grec. On retrouve des traces de sa présence étincelante depuis la nuit des temps.
Pour les Égyptiens de l'Antiquité, l'étoile du Nil, comme ils la nommaient, annonçait les périodes de crue du fleuve. Dans l'astronomie chinoise, elle portait le nom de loup céleste, tandis que les Grecs l'associaient au chien d'Orion, alors baptisé Sirius. Cet astre a également joué un rôle fondamental pour les navigateurs polynésiens en leur servant de repère. Les étoiles étaient leur unique outil fiable pour s'orienter en mer, et Sirius, facilement reconnaissable, marquait le zénith du lieu de culte le plus honoré de toute la région polynésienne. Elle évolue dans la constellation du Grand Chien, à une distance de 8,6 années-lumière de notre propre système. C'est pourquoi elle est également connue sous le nom d'Alpha Canis Majoris, étant l'étoile la plus lumineuse de cette constellation. Sa magnitude apparente est de moins 1,46. Pour être plus clair, ce chiffre négatif signifie que Sirius brille plus que notre Soleil, une magnitude de 1 étant équivalente à la luminosité solaire. C'est pourquoi, malgré une distance éloignée, mais en même temps si proche de notre système solaire à l'échelle du cosmos, Sirius, qui est classé dans les catégories des étoiles blanches, paraît si éclatante. Sa luminosité est ponctuée de variations lorsqu'elle est observée depuis la Terre. Comme tu peux le constater, elle ne clignote pourtant pas plus que notre Soleil. Cet effet est dû au fait que Sirius est situé très bas sur notre horizon terrestre. La lumière émise par l'astre doit par conséquent traverser une grande partie de l'atmosphère avant de nous parvenir. Elle est donc plus ou moins masquée par les turbulences de cet environnement qui nous sépare d'elle, d'où ses sentiments. Lors de notre approche, si tu regardes attentivement Sirius, tu constates qu'il s'agit en fait d'une étoile binaire. Elle est composée de 2 étoiles. Le principal, Sirius A, est une étoile blanche, légèrement bleutée de type spectral A0 ou A1. Plus lumineuse que notre propre étoile, elle est 2,3 fois plus massive et 1,8 fois plus grande que notre Soleil. Je te laisse imaginer la chaleur qui règne à sa surface, sa température étant supérieure à 9600 degrés Celsius, soit bien plus que notre Soleil qui lui se consume à 5504 degrés. Toutes ces caractéristiques évoquent l'âge relativement jeune de Sirius, qui ne doit pas avoir plus de 200, voire 250 millions d'années. Elle a pour compagne une naine blanche, nommée Sirius B. Cette dernière, en raison de sa petite taille, de sa proximité avec Sirius A et de sa faible magnitude qui n'est que de 8, n'a été découverte que très tardivement, en 1862. En tant que naine blanche, Sirius B a une taille comparable à celle de la Terre, tandis que sa masse est équivalente à celle du Soleil et que ses températures estimées sont 3 fois plus élevées que celles de Sirius A. Séparée de l'étoile principale de 19,5 unités astronomiques en moyenne, soit, rappelons-le, 19,5 fois la distance entre la Terre et le Soleil, elle orbite autour d'elle sur une période de 50 ans. En raison d'une orbite elliptique fortement marquée, la distance entre ces 2 astres peut varier de 8,1 à 31,5 unités astronomiques. Cette distance maximale sera d'ailleurs prochainement atteinte d'ici à 2024-2025, alors que le prochain passage au périastre du système, c'est-à-dire le moment où les 2 astres seront les plus proches, est prévu pour 2044. Ce système binaire s'agite seul dans le cosmos. Aucune planète n'a pour l'heure été aperçue dans son entourage. Sirius étant une jeune étoile, il s'avère peu probable que des exoplanètes soient en orbite autour d'elle. Toutefois, depuis 2018, la NASA explore cet objet brillant à l'aide du Transiting Exoplanet Survey Satellite. Et qui sait, sa forte luminosité pourrait masquer un, voire plusieurs objets planétaires. À une distance quasi équivalente de notre Soleil, un autre duo stellaire nous attend. Rejoignons, à 8,7 années-lumière de notre système solaire, l'Euton 726-8, un système binaire abritant 2 étoiles, BL Ceti et UV Ceti. Il s'agit une nouvelle fois de 2 naines rouges de type M, probablement plus jeunes que notre système solaire. D'une faible luminosité, elles ne sont pas visibles à l'œil nu. C'est pourquoi leur découverte ne date que de 1948.
Ces deux étoiles, telles des sœurs jumelles, présentent de nombreuses similitudes. Toutes deux présentent des masses, des rayons et des luminosités quasiment identiques. Leur masse représente 10% de la masse solaire, leur rayon 14% et leur luminosité cumulée est 11 000 fois inférieure à celle du Soleil. C'est donc sans surprise que l'on détecte une température identique à la surface de ces deux étoiles qui avoisinent les 2330 degrés Celsius. Si les deux astres orbitent autour d'un barycentre commun sur une période de 26,5 années, en revanche, leurs orbites sont marquées par une forte excentricité. La distance qui les sépare peut en conséquence varier entre 2,1 et 8,8 unités astronomiques, provoquant d'importantes forces de marée entre les deux objets. BL Ceti, le composant principal de ce duo, présente une luminosité 6000 fois inférieure à celle du Soleil, tandis que l'étoile secondaire, UV Ceti, elle, présente une luminosité 4000 fois inférieure. UV Ceti est la mieux connue des deux. Cette dernière tourne très vite, avec une rotation de seulement 0,2 jours. Sa vitesse de rotation alimente un puissant champ magnétique où des bulles, chargées de matière par les courants de convection typiques aux naines rouges, déclenchent d'importantes éruptions. UV Ceti est par conséquent une étoile flamboyante. Lors de l'une de ces nombreuses éruptions, sa luminosité peut être multipliée par 100 en une poignée de secondes. Dans le même temps, des émissions massives de rayons UV et de rayons X embrasent l'environnement de l'étoile. En 1952, l'observation d'UV Ceti a permis de comptabiliser pas moins de 75 variations de sa luminosité en seulement 20 secondes. Cette particularité la place donc dans la catégorie des étoiles variables où, de surcroît, elle sert de référence. En effet, d'autres étoiles éruptives sont parfois intégrées à la catégorie des variables de type UV Ceti. L'étoile principale est quant à elle moins active. C'est probablement lié au fait qu'elle présente une vitesse de rotation moins élevée. Néanmoins, les mouvements de ces deux étoiles sont à l'origine de vents stellaires inhabituels. Leurs surfaces sont soumises à des vents plus violents que ceux connus par le Soleil, bien que plus faibles, à des distances équivalentes. L'héliosphère qui en résulte s'étend jusqu'à 10 ou 20 unités astronomiques. Lors d'éruptions massives, cette héliosphère peut être expulsée jusqu'à 100 unités astronomiques. Lorsque l'éruption de l'une des deux étoiles se dirige vers la seconde, une zone de choc se crée quelque part entre les deux astres, donnant ainsi une forme complexe et non sphérique à l'héliosphère qui entoure UV Ceti. En somme, l'environnement proche de ce système stellaire ne semble pas des plus propices pour accueillir une planète dans les meilleures conditions. Celle-ci, en plus d'être soumise aux vents stellaires, subirait inexorablement les explosions de colères imprévisibles d'UV Ceti. Pour autant, des oscillations ont été remarquées dans les orbites des deux étoiles, en particulier celle de BL Ceti. Mais à quoi pourrait bien ressembler une planète située dans cette infime partie de l'espace ? Une hypothétique planète en orbite autour d'UV Ceti serait dépourvue d'atmosphère, celle-ci étant détériorée en quelques millénaires par les éruptions répétées. En revanche, une planète orbitant autour de BL Ceti pourrait, quant à elle, la conserver plus de 100 000 ans. Cependant, les importantes forces de marée subies habilleraient cette planète d'une multitude de volcans où les seules rivières existantes n'accueilleraient que les flots d'une lave ardente. De plus, les fortes fluctuations de température auraient raison de la roche présente à sa surface, la transformant progressivement en poussière qui se mêlerait aux cendres volcaniques. Une planète en orbite autour de ces deux étoiles serait quant à elle distante de plus de 30 unités astronomiques. Certes, elle pourrait maintenir son atmosphère, mais ces températures inférieures à moins de 130 degrés Celsius ne seraient pas des plus attractives et la luminosité sur cette planète serait nulle, sauf lors de fortes éruptions stellaires. En somme, si le système binaire Luyten 726-8 peut s'avérer attirant par son côté spectaculaire, il n'en devient pas pour autant très accueillant.
Ross 154 est le 9e système stellaire le plus proche de notre Soleil. Situé dans la constellation du Sagittaire, il est distant de 9,7 années-lumière. Composé d'une étoile de la séquence principale de classe spectrale M3,5V, il n'est pas visible à l'œil nu depuis notre Terre. Ross 154 est donc par définition une étoile naine rouge, froide et sombre. Sa découverte par Frank Elmore Ross remonte à 1925. Ross 154, également nommé Gliese 729, possède une masse équivalente à 17% de masse solaire. Sa taille représente quant à elle près de 20% de celle du Soleil. Sa magnitude apparente n'étant que de 10,44, la luminosité de cet astre est relativement faible et ne représente que 0,4% de celle du Soleil. Ross 154 est si petite qu'elle n'est pas en mesure d'expulser la chaleur du noyau à sa surface comme le font les naines rouges de dimension supérieure. Elle achemine donc cette chaleur à sa surface par convection. D'ailleurs, comme tu peux t'en douter, la chaleur à sa surface est bien inférieure à celle de notre Soleil. Elle est estimée à 3019 degrés Celsius. Toutefois, cet astre n'est pas si banal. Comme beaucoup de naines rouges, il s'agit d'une étoile éruptive. De surcroît, elle intègre la catégorie des variables de type UV Ceti. Cette étoile flaire, lors d'éruptions prodigieuses, peut ainsi générer des émissions de rayons X comparables, voire supérieures, à celles du Soleil. En plus d'intégrer le catalogue des étoiles éruptives, Ross 154 fait également partie des étoiles variables de type BY Draconis, du fait de ses variations de 0,03 magnitude constatées sur une période de 2,87 jours. Par ailleurs, sa métallicité relativement faible, estimée à 56% de celle du Soleil, ainsi que sa vitesse de rotation modérément élevée de 3,5 km par seconde, permettent de conclure qu'il s'agit là d'une étoile relativement jeune. Ross 154 a moins d'1 milliard d'années. Aucune planète n'a été détectée dans son environnement. De toute façon, comme pour une grande partie des étoiles naines rouges, les nombreuses et violentes éruptions qui jaillissent à sa surface nuiraient fatalement à toute forme de vie qui pourrait se développer dans sa zone habitable, la planète devant nécessairement être proche de l'étoile. Dans la constellation d'Andromède, une autre naine rouge possède pratiquement les mêmes particularités. Il s'agit de Ross 248, également connu sous le nom de Gliese 905. Situé à 10,3 années-lumière de notre système solaire, il s'agit pareillement d'une étoile flamboyante qui augmente parfois brutalement sa luminosité. Sa masse est d'environ 12% de la masse solaire, son diamètre de 7%, et sa luminosité est 11 000 fois inférieure à celle du Soleil. Des périodes de variabilité ont été rapportées, allant de 4,2 ans à 120 jours et 5 autres entre 60 et 291 jours. Et s'il s'agissait de perturbations astrométriques pouvant être attribuées à la présence d'un compagnon invisible. Pour l'heure, aucune planète ou autre objet n'a été repéré en orbite autour de cet astre. Quoi qu'il en soit, les caprices météorologiques de cette étoile ne peuvent que nuire à toute forme de vie dans sa périphérie proximale, si tant soit peu qu'elle ait pu s'y développer, d'autant que sa couleur rougeâtre empêcherait à une quelconque forme de vie végétale de type terrestre d'effectuer correctement son processus de photosynthèse. Un autre système stellaire intéresse grandement la communauté scientifique. Il s'agit d'une étoile naine orange qui joue à cache-cache. Rendons-nous, pour découvrir cette étoile mystérieuse, dans la constellation d'Eridanus, à 10,5 années-lumière de notre système solaire. Voici Epsilon Eridani, également connu sous le nom RAN. Sa magnitude apparente de 3,73 la place au rang de troisième système stellaire individuel le plus proche, visible à l'œil nu. Plus jeune que notre Soleil, elle a entre 200 et 800 millions d'années. Étant une étoile de séquence principale de classe spectrale K2,
l'énergie générée dans ses entrailles par la fusion nucléaire de l'hydrogène est diffusée à sa surface où la température est supérieure à 4800 degrés Celsius. C'est ce qui lui donne cette belle couleur orangée. Légèrement plus petite que notre Soleil, sa masse correspond à 82% de la masse solaire et son rayon équivaut à 74% de celui du Soleil. Sa période moyenne de rotation est de 11,2 jours. Epsilon Eridani est ainsi plus de 2 fois moins rapide que le Soleil. Si sa luminosité est seulement équivalente à 34% de celle du Soleil, en revanche, elle génère un niveau d'activité magnétique supérieur à celui du Soleil. La chromosphère et la couronne qui l'entoure sont donc beaucoup plus dynamiques. Pour preuve, l'intensité moyenne du champ magnétique à sa surface est 40 fois supérieure à celle du Soleil et ses vents stellaires 30 fois plus violents. Mais cette activité n'est pas régulière à sa surface. Des régions connaissent une activité beaucoup plus importante que d'autres. Epsilon Eridani est de ce fait considérée comme une variable BY Draconis. Il s'agit d'une étoile qui a un comportement déconcertant. Tantôt elle s'éclaircit, tantôt elle s'assombrit. Elle connaît des cycles de 27 ans au cours desquels sa luminosité diminue considérablement sur une période d'environ 2 ans. Cette baisse d'intensité a été constatée pour la dernière fois de 2009 à 2011. Quel objet de taille gigantesque peut bien faire de l'ombre à ce point à cette étoile ? On sait qu'Epsilon est entouré non pas d'une, mais de 2 ceintures d'astéroïdes rocheux, l'un distant de 3 unités astronomiques de l'étoile, le second de 20 unités astronomiques. Cependant, ils ne peuvent expliquer cette particularité. En fait, Epsilon est une étoile binaire à éclipse. Cela signifie qu'elle est accompagnée d'un objet sombre, probablement une étoile, voire une paire d'étoiles, entourée d'un disque de poussière suffisamment dense et épais pour la rendre invisible. Ces 2 astres sont probablement éloignés de 30 unités astronomiques, et le diamètre de l'anneau qui entoure cette pseudo-étoile sombre doit atteindre 20 unités astronomiques, occultant ainsi, tel un rideau, le composant principal. Epsilon nous réserve toutefois encore une surprise. En plus de ces variations de lumière, une étude sur une vingtaine d'années de sa vitesse radiale a mis en lumière des variations périodiques. Ce constat a permis de mettre en lumière la présence d'une planète géante de la taille de Jupiter en orbite autour de l'étoile. Cette planète, nommée Epsilon Eridani B ou encore Aegir, suit une orbite elliptique légèrement excentrique. Son demi-grand axe équivaut à la distance entre notre Soleil et la ceinture d'astéroïdes. La taille de cette géante gazeuse est évaluée entre 80 et 160% de la taille de Jupiter. Elle boucle son orbite en 7 ans. Si une planète a pu se former dans cet environnement, elle n'est probablement pas seule. D'autant que le nuage de poussière observé connaît une asymétrie qui pourrait s'expliquer par la présence d'une seconde planète. Celle-ci serait alors située bien plus loin que la première et connaîtrait une période orbitale beaucoup plus longue. Je te propose à présent de rejoindre une autre naine rouge. Et oui, encore une. Rappelle-toi, les naines rouges représentent à elles seules près de 80 à 85% du parc stellaire de notre galaxie. Mais cette étoile en question devrait t'intéresser au plus haut point, car elle est considérée par la sphère scientifique comme la meilleure étoile pour rechercher des exoplanètes potentiellement habitables. Découvrons dès maintenant Gliese 887, également connue sous le nom Lacaille 9352. Elle prend la 12e place dans la liste des systèmes stellaires les plus proches du Soleil. Située dans la constellation du Poisson austral à 10,7 années-lumière de notre Terre, elle apparaît comme la naine rouge la plus brillante de notre ciel et ne nécessite qu'un petit télescope pour être observée. Sa luminosité représente environ 1% de celle du Soleil. C'est aussi la plus massive de toutes les naines rouges, avec près d'une demi-masse solaire, à une distance de 6 parsecs du Soleil, soit un peu moins de 20 années-lumière.
Mais ce qui rend cet astre encore plus exceptionnel, c'est sa faible variabilité photométrique qui en fait une naine rouge d'un calme comme nulle part. Contrairement à ses comparses, Gliese 887 est moins active magnétiquement et ne semble pas s'embraser en déclenchant d'énormes explosions ou éruptions stellaires. Autrement dit, si des planètes orbitent dans son étroite zone habitable, on pourrait bien y déceler des traces de vie, voire, pourquoi pas, envisager de les terraformer lorsque la technologie le permettra. C'est une très bonne nouvelle. D'une part, l'inactivité de cette étoile facilite grandement l'observation à distance de toute atmosphère exoplanétaire. D'autre part, des exoplanètes en orbite autour de Gliese 887, n'ayant pas essuyé de nombreuses explosions énergétiques, peuvent avoir conservé leur atmosphère d'origine. Et si je te révélais qu'au moins 2 exoplanètes ont été recensées à proximité de cet astre? La première, Gliese 887b, est une super-Terre d'environ 4 masses terrestres. Elle orbite autour de son étoile en 9,3 jours. Malheureusement, la faible distance qui la sépare de son hôte, à savoir un peu plus de 10 millions de kilomètres, signifie que la température est bien trop élevée pour que l'eau puisse s'y trouver à l'état liquide. La seconde, Gliese 887c, est également une super-Terre dont la masse est estimée à 7 fois celle de la Terre. Elle orbite autour de l'étoile en 21,8 jours. Ne te réjouis pas trop vite, car malheureusement pour elle aussi, les conditions ne sont pas optimales pour qu'elle puisse abriter une quelconque forme de vie. Bien qu'un peu plus éloignée de l'astre que la première super-Terre décrite, elle n'est distante que de 17 millions de kilomètres. Une fois de plus, elle est trop proche et donc trop chaude pour maintenir l'eau à l'état liquide, la température de son atmosphère devant atteindre au moins 70 degrés Celsius. Pour autant, tout espoir de trouver une exoplanète dans la zone habitable de Gliese 887 n'est pas abandonné. D'ailleurs, une planète candidate a été localisée dans la zone habitable de ce système planétaire. Nommée Gliese 887d, cette super-Terre de 8 masses terrestres orbite autour de son étoile en 50 jours. Contrairement aux 2 autres planètes précédentes, elle pourrait donc connaître des températures tempérées et pourrait donc être bien disposée au développement de la vie. Un autre système planétaire, également distant d'un peu moins de 11 années-lumière, évolue quant à lui dans la constellation zodiacale de la Vierge. Rapprochons-nous à présent de Ross 128, également nommé Gliese 447, le 13e système stellaire le plus proche de notre Soleil. Cette étoile a une magnitude apparente de 11,13. Sa luminosité est par conséquent 100 fois trop faible pour qu'elle soit observée à l'œil nu depuis notre Terre. L'objet primaire du système est une fois de plus une naine rouge. Sa masse représente 15% de la masse solaire et son rayon 21% de celui du Soleil. La température de son atmosphère stellaire est de 2900 degrés Celsius. La plupart de l'énergie irradiée par l'étoile est visible uniquement à l'infrarouge avec une luminosité de 33 000 fois inférieure à celle du Soleil. De ce fait, elle est de type spectral M4V, d'où sa couleur orange-rouge froide typique. 2 fois plus âgée que notre Soleil, cette étoile brille depuis plus de 9,4 milliards d'années. Malgré une activité entièrement convective et une vitesse de rotation jugée lente, cette étoile flaire semble toutefois représenter un cycle d'activité stellaire à long terme. Comme mentionné un peu plus tôt, Ross 128 fait partie d'un système. Elle abrite une exoplanète. Celle-ci, probablement tellurique, orbite dans le bord intérieur de la zone d'habitabilité et reçoit de ce fait environ 38% de lumière solaire en plus que la Terre. La planète Ross 128b est donc potentiellement habitable. Il s'agit, après Proxima Centauri b, de la seconde exoplanète la plus proche de notre système solaire à intégrer cette catégorie d'objets cosmiques tant convoités. Voyons à quoi ressemble ce satellite.
Un peu plus massif que Proxima Centauri b, Ross 128b renferme au moins 1,35 fois la masse de la Terre. D'après sa composition hypothétique, s'il n'est composé que de fer pur, il pourrait présenter un diamètre équivalent à la moitié de celui de notre Terre. Selon l'hypothèse contraire, s'il n'est composé que d'hydrogène et d'hélium, il pourrait alors mesurer 3 fois la taille de la Terre. Mais en considérant que cette planète puisse être tellurique, son rayon pourrait représenter 1,1 fois le rayon terrestre, soit environ 7000 km, et sa masse serait alors 35% plus massive que celle de la Terre. En fonction de sa composante atmosphérique, sa température de surface pourrait même être sensiblement la même que celle de notre Terre. En admettant que tous ces paramètres soient au vert, qu'en est-il de ceux qui sont liés à l'orbite de cette planète ? Ross 128b orbite rapidement autour de son étoile, en seulement 9,9 jours terrestres. Cette orbite est assez circulaire, présentant de ce fait une excentricité d'uniquement 0,036. Elle est plus de 20 fois proche de son hôte que n'est la Terre du Soleil, à une distance de 7,38 millions de kilomètres. Cette proximité suggère que la planète a une pesanteur à peine supérieure à celle que nous connaissons sur Terre. Mais surtout, elle doit toujours présenter la même face à son hôte. En dehors de cette particularité, cette exoplanète est la seule connue à ce jour à ressembler de si près à notre belle planète bleue. Mais nous ne devons pas perdre de vue que les naines rouges peuvent être colériques. Bien que l'étoile Ross 128, dotée d'un calme olympien, semble se comporter paisiblement, elle pourrait avoir, par le passé, érodé l'atmosphère entourant la planète, évoluant à ses côtés, lors d'éruptions massives et répétées. Mais si tel n'est pas le cas, si cette étoile a toujours été paisible, alors Ross 128b pourrait bien être enveloppée d'une atmosphère, pourquoi pas accueillante. Nous pourrions même aller jusqu'à envisager qu'elle puisse déjà abriter une ou plusieurs formes de vie extraterrestres. Notre voyage interstellaire touche à sa fin. Il t'a conduit à quasiment 11 années-lumière de notre Soleil. Tu as pu approcher les systèmes stellaires les plus proches de notre Terre. Dans cet espace infiniment grand, une quantité inestimable d'autres systèmes reste à découvrir. Parmi ceux déjà répertoriés, certains se situent à une faible distance. D'autres, en revanche, sont éloignés de plusieurs millions d'années-lumière. Si pour la majorité d'entre eux, de nombreuses similitudes peuvent être notées, pour d'autres, on distingue une composition peu habituelle. C'est notamment le cas d'un système qui est distant de 150 années-lumière de notre galaxie, le système HD 98800 ou TV Crateris. Celui-ci est constitué de 2 paires d'étoiles, éloignées l'une de l'autre de 150 millions de kilomètres. Je te laisse imaginer à quoi ressemblerait notre ciel avec 4 soleils. Mais ce qui le rend encore plus spectaculaire, c'est le disque de poussière qui entoure l'une de ces 2 paires. Un autre système, bien connu de tous, présente également des caractéristiques singulières. Il s'agit d'Alpha Ursæ Minoris, plus souvent nommé Polaris. Tu connais bien cet astre sous son appellation commune d'étoile polaire, facilement repérable au plus près du pôle Nord céleste. C'est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Petite Ourse. Elle est distante de notre Soleil de 431 années-lumière. Mais savais-tu que cet astre est en fait une étoile multiple ? Polaris, qui est une variable céphéide supergéante, a en fait 2 compagnons de plus petite taille. Il s'agit donc d'un système triple. On lui a également trouvé 2 autres composantes encore plus éloignées.
Dans un futur plus ou moins lointain, les futures générations seront peut-être en mesure de partir explorer ces systèmes stellaires encore plus éloignés, où des planètes ont déjà été repérées. C'est notamment le cas du système Trappiste 1, situé à 40 années-lumière. Pas moins de 7 exoplanètes telluriques de la taille de la Terre y ont été découvertes. 3 d'entre elles évoluent dans la zone habitable de l'étoile. L'observation de HR 8799, une étoile distante de 135 années-lumière, a également permis de déceler un autre système planétaire. 4 géantes gazeuses, de 5 à 10 fois la masse de Jupiter, orbitent autour de cette étoile. Mais un autre système est dans la visée des scientifiques. Il s'agit de Kepler 22. Situé dans la constellation du Cygne, à 638 années-lumière de notre Soleil, une étoile de la séquence principale de type G5 abrite une exoplanète baptisée Kepler 22b. Celle-ci, grande comme 2 fois la Terre, orbite non seulement dans la zone habitable de son hôte, mais à une distance lui offrant un climat propice pour permettre à l'eau présente en surface de rester à l'état liquide. De retour sur notre belle Terre, tu ne peux que prendre conscience du trésor inestimable qu'elle nous offre. La présence de la vie sur une planète telle que nous la connaissons dépend de si nombreux paramètres qu'elle peut finalement sembler relever du miracle. Pour autant, la quantité abyssale des astres qui peuplent le cosmos a de quoi nous laisser songeurs. Après tout, si un système solaire tel que le nôtre a pu se former, pourquoi n'y en aurait-il pas d'autres ? Statistiquement, cette simple théorie n'a rien de farfelu. C'est d'ailleurs ce qui anime la communauté des astronomes, toujours en quête de nouveaux éléments pour comprendre les mécanismes célestes. Les avancées technologiques qui ouvrent les portes vers de futures découvertes nous permettront peut-être un jour de faire connaissance avec de nouveaux mondes. Si tel est le cas, comment les imagines-tu ?